Au sud de la Belgique, la forêt des Ardennes est la principale route de l'invasion éclair de la Wehrmacht en 1940. Elle aboutit à la défaite de la France et à la domination allemande dans toute l'Europe occidentale. 4 ans et demi plus tard, 83 000 soldats américains débarqués en Normandie après avoir libéré la France sont parvenus dans la région des Ardennes. Convaincus que la guerre est pratiquement terminée, les troupes se détendent et se préparent à passer de paisibles fêtes de Noël. Mais le samedi 16 décembre 1944, juste avant l'aube, les GI subissent soudainement un bombardement massif. 2000 canons allemands pulvérisent leur position. À 5h30 du matin, les troupes d'assaut allemandes, regroupées dans le plus grand secret, se mettent en marche. Elles réunissent 275 000 hommes et plus de 2000 panzers. La contre-offensive allemande, dite von Rundstedt, du nom du maréchal qui en est officiellement responsable, mais ne participera pas à l'action, appelée plus tard Bataille des Ardennes, vient de commencer. Hitler joue là sa dernière carte sur le front de l'Ouest. Son objectif, diviser les forces anglo-américaines pour stopper leur progression en Allemagne. S'il échoue, l'Allemagne perd le meilleur de ce qui subsiste de la Wehrmacht après 4 ans de guerre. Et il s'expose en outre à une défaite sur le front de l'Ouest, comme sur celui de l'Est. C'est au général Omar Bradley que le commandant en chef des forces alliées, Dwight Eisenhower, confie la mission de contrecarrer les plans allemands. Tandis que c'est au feldmaréchal Walter Model qu'Hitler ordonne de frapper un coup décisif. Le résultat va en être un face-à-face capital entre ces deux chefs respectés par leurs troupes. Le 6 juin 1944, le débarquement des forces alliées en Normandie et leur déploiement rapide de part et d'autre du nord-ouest de l'Europe au cours de l'été, puis du début de l'automne, ont d'abord fait croire au commandement allié que l'Allemagne était sur le point de s'effondrer. Le général Omar Bradley, commandant du 12e groupe d'armée, est pour sa part convaincu que la route lui est grande ouverte jusqu'à Berlin. Quant au feldmaréchal Walter Model, qui a succédé le 17 août comme commandant du front occidental au feldmaréchal Gunther von Klug, il sait au contraire que la défaite est possible et ne sous-estime pas la situation. Il hérite d'une armée décourageuse, sévèrement réduite et totalement désorganisée, dont beaucoup d'hommes se rendent en masse ou battent en retraite. Du jamais vu dans la Wehrmacht. Mais la progression alliée marque le pas. Le général anglais Bernard Montgomery demande instantanément une poussée rapide et en masse en direction de la Ruhr, tandis que le général américain George Patton se déclare favorable à une progression rapide jusqu'au cœur même de l'Allemagne, à travers la Sarre, riche en mines de charbon. Le général Dwight Eisenhower, commandant en chef des forces alliées, se montre lui plus pragmatique et opte pour 2 offensives simultanées. Mais les Alliés se heurtent à un problème de taille. Leurs lignes d'approvisionnement, qui partent toujours de la tête de pont de Normandie, s'étirent donc maintenant de manière dangereuse. Les convois d'approvisionnement, que l'on appelle les Red Bull Express, doivent rouler 24 heures sur 24 pour atteindre les unités sur la ligne de front. Ils risquent alors d'utiliser autant de carburant qu'ils en transportent. Cette crise croissante aurait dû être allégée avec la prise le 4 septembre par les Anglais du port belge d'Anvers, quasiment intact. Mais Montgomery n'est pas parvenu à s'emparer de l'estuaire de l'Escaut, par lequel Anvers communique avec la mer. Il décide alors une audacieuse opération aéroportée. Lancée le 17 septembre, cette opération vise à sécuriser les ponts au-dessus des voies navigables clés en Hollande, avant de franchir le Rhin, ultime barrière naturelle de l'Allemagne à l'ouest. Mais l'opération est un échec. S'y ajoutent les problèmes de ravitaillement des Alliés qui contribuent à ralentir leur progression vers l'Allemagne. L'estuaire de l'Escaut n'est contrôlé qu'à la fin du mois de novembre, permettant enfin aux gros cargos d'accéder au port d'Anvers. Mais il est alors trop tard pour maintenir la vitesse de l'avance alliée. Durant cet automne 1944, tandis que ces hommes se rapprochent peu à peu de la frontière allemande,
Bradley vit difficultés et contrariétés. Dans le camp adverse, au début de l'automne, Hitler nomme le feldmaréchal Gerd von Rundstedt commandant en chef du front occidental. Le feldmaréchal Model est par conséquent placé à la tête du groupe d'armée B et il veut faire tourner à son avantage les problèmes d'approvisionnement subis par ses ennemis. Le ralentissement de la progression alliée permet à la Wehrmacht de se remettre des désastres de l'été. C'est ce que les Allemands appelleront le miracle de l'Ouest. En passant la frontière allemande, les armées alliées se heurtent alors à une résistance de plus en plus farouche, notamment à Aix-la-Chapelle, puis dans la forêt de Hütgen, où les combats se prolongent durement. Eisenhower comprend que l'espoir d'achever la guerre en Europe avant la fin de l'année 44 est désormais vain. Plus grave, Adolf Hitler est sur le point de lancer une contre-offensive majeure. Elle vise à fondre par surprise sur le secteur américain, au cœur de la forêt des Ardennes, où stationne le 12e groupe d'armée US du général Bradley. Cette offensive va conduire Bradley et Model à un affrontement direct. Omar Nelson Bradley, né dans le Missouri en 1893, est le fils d'un instituteur qui meurt alors qu'Omar n'a que 14 ans. Il rejoint l'académie militaire de West Point en 1911 et fait partie de la même promotion qu'Eisenhower. Les deux élèves obtiennent brillamment leur diplôme en 1915. Bradley choisit l'infanterie et durant la Première Guerre mondiale, il commande un bataillon qui n'est pas engagé. En 1920, il retourne à West Point comme professeur de mathématiques. De 1924 à 1934, il sert dans des fonctions d'état-major avant de prendre un commandement d'infanterie. Il gravit plus vite que nombre de ses pairs les échelons de la hiérarchie. Nommé chef de bataillon, Bradley sert ensuite comme instructeur à l'école d'infanterie de Fort Benning, en Géorgie. L'un de ses camarades est le lieutenant-colonel George C. Marshall, qui deviendra président des chefs d'état-major des 3 corps d'armée pendant la Seconde Guerre mondiale et aura une grande influence sur sa carrière. Au début de l'année 1941, Bradley devient commandant de Fort Benning. En décembre 1941, lorsque les États-Unis entrent en guerre après l'attaque japonaise de Pearl Harbor, Bradley, assoiffé d'action, promu général, est nommé à la tête d'une division d'infanterie. L'occasion se présente enfin pour le brigadier général Bradley lorsqu'Eisenhower l'appelle au sein de son état-major pour planifier l'opération Torche, le débarquement allié dans le nord-ouest de l'Afrique, prévu pour novembre 1942. Au cours de la campagne de Tunisie, il est adjoint du 2e corps d'armée US, dont il prend ensuite le commandement. À la fin de la campagne, en mai 1943, il entre triomphalement à Bizerte. Il commande le 2e corps d'armée durant l'invasion de la Sicile en juillet 1943. Ses compétences lui valent d'être nommé à la tête de la première armée américaine pour l'opération Overlord, en d'autres termes, le débarquement des forces alliées en Normandie. Le 6 juin 1944, il est au milieu de ses hommes et dirige les vagues de débarquement. La première armée s'enfonce ensuite dans les terres et mène des combats difficiles dans le bocage normand, farouchement défendu par les Allemands. Le 1er août, Bradley prend le commandement du 12e groupe d'armée, qui, en plus de la première armée, comprend les soldats fraîchement débarqués de la 3e armée de Patton. En ce milieu du mois de décembre 1944, Omar Bradley s'efforce de sortir de l'impasse. Il dresse les plans d'une nouvelle et ultime offensive alliée prévue pour le début de l'année suivante. Né en 1891 à Magdebourg, Walter Model est le fils d'un professeur de musique. Il rejoint l'école des cadets en 1908 comme élève officier.
Il quitte l'académie militaire à l'âge de 19 ans avec un grade de sous-lieutenant et choisit l'infanterie. Au cours de la Première Guerre mondiale, il est affecté au front de l'Ouest en tant qu'officier d'état-major. Gravement blessé à 2 reprises, il est décoré tant pour son courage au combat que pour ses qualités de chef. Après la guerre, il reste au sein de la Reichswehr et est nommé lieutenant-colonel en 1932. Même s'il n'adhère pas nettement à la cause nazie, Model voit dans le régime une occasion de marquer le reste de l'Europe, et en particulier la France, de l'empreinte de l'autorité militaire allemande. En 1934, le colonel Walter Model prend la tête d'un régiment d'infanterie. En tant qu'officier d'état-major, il joue un rôle clé dans l'élaboration de la Blitzkrieg, qu'il transforme en doctrine pour la guerre future. Il devient chef d'état-major du 4e corps d'armée et participe ainsi à la campagne de Pologne en 1939. Il est ensuite nommé chef d'état-major du 16e corps d'armée et prend part à l'assaut sur la France et les Pays-Bas en mai 1940. En 1941, il est lieutenant général, commande une Panzer-Division puis un Panzerkorps durant l'invasion de l'URSS. C'est sur le front de l'Est qu'il acquiert sa réputation d'expert de la défense mobile. Il est alors surnommé le pompier d'Hitler. Model prend la tête de la 9e armée en janvier 1942, alors que les Russes se préparent à lancer une contre-offensive. Lorsqu'on lui demande avec quoi il compte sauver la situation, il répond « moi-même ». L'attaque russe est contenue. La 9e armée subit de lourdes pertes durant l'offensive de Koursk en juillet 1943. Mais les difficultés et les souffrances de l'armée allemande s'aggravant entre l'été 1943 et 1944, Hitler devient de plus en plus dépendant de la loyauté de Model et de son savoir-faire en matière de défense. Les compétences de Model lui valent l'admiration du Führer, qui fait de lui le plus jeune feldmaréchal de l'armée allemande en mars 1944. En août de la même année, face à l'effondrement des défenses allemandes sur le front occidental, Hitler fait une fois de plus appel à Model. Entre septembre et décembre 1944, il rétablit les lignes de défense à l'ouest et se prépare à passer à l'offensive. Ainsi, chacun de leur côté, Model et Bradley se préparent à affronter le plus grand défi de leur carrière. Au début du mois de décembre 1944, Eisenhower et ses principaux commandants comprennent que la progression alliée vers le Rhin prendra du temps. Ils restent toutefois optimistes. Les services de renseignements alliés estiment que les forces allemandes à l'ouest perdent encore 9000 hommes chaque jour. Eisenhower et ses subordonnés conviennent qu'en dépit de nouvelles poches de résistance acharnées, la Wehrmacht est néanmoins sur le point de s'effondrer. L'état-major de Montgomery conclut de son côté que l'ennemi est dans une mauvaise passe et qu'il ne peut pas préparer d'offensive majeure. Mais Montgomery se base toujours sur une tactique de front étroit, les Alliés concentrant leurs forces sur une poussée unique en direction de la Ruhr. Bradley, lui, soutient la politique d'Eisenhower qui préconise une progression sur un front plus large. Les Ardennes se retrouvent par conséquent au centre d'un compromis stratégique. Eisenhower surmonte rapidement l'impasse en décrétant que les Alliés atteindront le Rhin en attaquant des deux côtés des Ardennes au début de l'année 1945. Au début du mois de décembre, la ligne de front alliée s'étire sur plus de 300 km. Eisenhower décide alors de réduire ses forces dans les 130 km du secteur central des Ardennes. Considéré comme l'endroit le plus sûr de la ligne de front, il est tenu par 83 000 GIs du 12e groupe d'armée commandé par Bradley. Composé en majeure partie de bataillons d'infanterie, ce groupe d'armée arrive tout juste des États-Unis. Certains de ces soldats n'ont jamais vu le feu, d'autres se remettent de combats difficiles qu'ils ont menés au nord, dans la forêt de Hütgen. Bradley dispose de 250 chars Sherman armés d'un canon de 75 mm.
Ils sont utiles contre le Panzer Mark IV allemand, mais ne sont pas adaptés aux Panzer Panther et Tigre, plus lourdement armés. Ils disposent en outre de 500 pièces d'artillerie de tout calibre. De plus, les Alliés bénéficient d'une totale maîtrise du ciel sur le front de l'Ouest, bien que leurs avions doivent rester au sol en cas de mauvais temps. Pour Bradley, tenir les Ardennes avec si peu de troupes est un risque calculé. L'un de ses commandants de corps a, à partir de ses sources de renseignements personnels, exprimé ses craintes face à la possibilité d'une attaque allemande. Mais Bradley estime que ces avis vont à l'encontre du point de vue global des Alliés. Involontairement, Bradley et ses collègues sont devenus trop dépendants des renseignements obtenus par le système de décodage de la machine allemande, ultra secrète, Enigma. Ce système, appelé Ultra, est basé à Bletchley Park, près de Londres. Mais Ultra fournit peu d'informations confirmant une offensive allemande imminente, principalement en raison d'un silence radio imposé par Hitler. Cela laisse les commandants alliés dans un état de confiance dangereux. Dès le 19 août, Hitler et les membres les plus proches de son état-major commencent à bâtir les bases de ce qui deviendra la bataille des Ardennes. Cela montre le joueur invétéré qu'est devenu le Führer. Au cours du seul mois d'août, la Wehrmacht a perdu plusieurs centaines de panzers et plus d'un demi-million d'hommes. Mais Hitler est au courant des frictions qui secouent le camp allié. Il joue avec l'idée d'une contre-offensive surprise à l'ouest qui diviserait les Alliés et causerait l'effondrement de la coalition. Au début du mois de septembre, les Allemands stabilisent le front occidental. Le 16, Hitler convoque ses généraux pour discuter de la situation sur les fronts de l'Ouest comme de l'Est. Le Führer déclare à son auditoire stupéfait qu'une poussée de forces blindées écrasantes se prépare à scinder les Alliés en progressant vers la ville d'Anvers. Pour que la surprise soit totale, l'offensive sera lancée à partir de la forêt des Ardennes, comme en 1940. Mais le bombardement allié des usines de pétrole artificiel allemandes fait que l'on attribue aux unités participantes à l'offensive prévue à peine un quart du carburant qui leur serait indispensable. Pour pouvoir gagner, Model doit donc s'emparer des dépôts de carburant américains afin de réapprovisionner ses panzers. S'il n'y parvient pas, c'est la panne sèche. Bien qu'Hitler lui ait assuré qu'il aurait à sa disposition des troupes éprouvées à lancer contre les Alliés, Model s'oppose farouchement à une telle idée. Avec von Rundstedt, il propose une alternative plus modeste, la prise en tenaille d'Aix-la-Chapelle pour piéger les forces de Bradley le long de la Meuse. C'est ce qu'on appellera la petite solution. Mais Hitler ne veut rien entendre. Face à l'envergure du projet, Model pense que sa seule chance de réussir repose sur l'effet de surprise. L'offensive est donc préparée pour le 16 décembre 1944. La poussée principale se fera à travers les Ardennes, puis bifurquera vers le nord-ouest en direction d'Anvers. Model dispose pour cela de 24 divisions, dont 10 Panzerdivisionen, ce qui représente plus de 275 000 hommes, répartis en 3 armées. L'Oberstgruppenführer SS Sepp Dietrich et sa 6e Panzerarmee doivent attaquer au nord. Le général Hasso von Monteuffel, qui commande la 5e Panzer au centre, doit s'emparer de la ville de Saint-Vith, traverser l'Our et venir renforcer les troupes de Dietrich. La 7e armée du général Erich Brandenberger doit protéger le flanc gauche de von Monteuffel pendant sa progression. Les forces allemandes comprennent en tout 2600 blindés, dont le redoutable Mark VI Tigre et le Mark V Panther, ainsi que des canons automoteurs. Sur les instructions d'Hitler, Model a concentré 2000 pièces d'artillerie pour assurer un bombardement préliminaire dévastateur et soutenir l'assaut des divisions blindées. Model dispose d'environ 2000 avions, ce qui n'est pourtant pas suffisant pour contrecarrer la suprématie aérienne écrasante des Alliés.
Le commandant allemand compte beaucoup sur la ruse et le secret. Le nom de code de l'attaque est Wart am Rhein, garde du Rhin. La diffusion de fausses informations fait croire aux Alliés que l'activité allemande est purement défensive. Les 5e et 6e Panzer sont toutes deux concentrées à bonne distance de leur position de départ, ce qui trompe encore les Alliés. Hitler interdit les communications radio concernant la future offensive. Les messages sont délivrés par des officiers escortés d'agents de la Gestapo. Pour la concentration finale des troupes sur le front, les officiers de l'état-major allemand orchestrent une progression qui s'étend sur 3 jours. Les troupes n'avanceront qu'à la nuit tombée, se cachant le jour dans la forêt. L'opération Condor est montée spécialement pour compléter la ruse. Des commandos anglophones, vêtus d'uniformes américains, mènent des actes de sabotage dans les lignes arrières américaines. Dirigé par le colonel SS Otto Skorzeny, chef d'un commando spécialement constitué, l'opération vise à créer le maximum de confusion et de panique parmi les troupes de Bradley. À la mi-décembre, il semble évident que le moral et la valeur des troupes qui de chaque côté se préparent à s'affronter auront un rôle déterminant dans l'issue de la bataille. Depuis le jour J, les Alliés ont mené une campagne violente et difficile jusqu'aux frontières de l'Allemagne. Au début du mois de décembre 1944, les troupes de Bradley postées dans le secteur des Ardennes sentent que la guerre se joue loin d'eux. Composée en majorité soit de bleus, soit de vétérans des récents combats, l'armée de Bradley est souvent appelée la nurserie et la maison de retraite de l'armée américaine. Les fantassins ont essuyé plus de 80% des pertes alliées depuis le débarquement, ce qui a énormément réduit les effectifs des bataillons d'infanterie, en particulier au niveau des officiers expérimentés et des sous-officiers. Les renforts fraîchement arrivés ont encore à faire leurs preuves sur le terrain. Malgré cela, le moral reste bon au sein des troupes alliées. À la mi-décembre 1944, les hommes de Bradley se détendent à l'approche de fêtes de Noël qu'ils prévoient relativement paisibles. De lourdes pertes ont forcé les Allemands à restructurer leur bataillon d'infanterie en 1944. Hitler a ainsi créé les divisions de Volksgrenadiers qui recrutent les hommes de 16 et 17 ans jusque-là exemptés. D'autres viennent de la Luftwaffe ou de la Kriegsmarine. La plupart sont hâtivement entraînés et connaissent très peu les tactiques d'infanterie. Cependant, pour bien des troupes allemandes obéissantes aux ordres du Feldmaréchal Model, la situation s'est nettement améliorée depuis le miracle de l'Ouest en octobre 1944. Elles se sont défendues avec beaucoup de professionnalisme et de courage. Elles ont réussi l'impossible et fait payer sévèrement aux Alliés chaque mètre de leur progression. Maintenant qu'ils sont enfin sur le point de passer à l'attaque, le moral des Allemands est au plus haut. Pour garantir au mieux la victoire, Hitler et Model ont fait appel à certaines unités d'élite, en particulier aux divisions de la Waffen-SS, réputées pour leur solidité et leur valeur militaire, largement affirmées depuis le début de la guerre. Ces dernières ont déjà démontré leur qualité militaire, même si leur dureté au feu et des excès leur ont forgé une terrible réputation. Model dispose également d'unités de parachutistes et des fameuses Panzer-divisions de la 5e armée du général von Manteuffel, qui montrent toujours une grande assurance, en particulier depuis qu'elles savent que leurs chars Panthère et Tigre sont supérieurs aux Sherman américains. Malgré les réserves personnelles de leur chef au sujet du plan d'Hitler, les troupes de Model sont convaincues qu'elles vont vaincre les Américains et franchir comme prévu les rives de la Meuse. Au soir du 15 décembre 1944, les forces allemandes se mettent en marche vers leur position d'attaque.
Sur le front des Ardennes, les GIs de Bradley ne sont pas conscients de la menace qui plane sur eux. Entre l'insouciant Omar Bradley et le résolu Walter Model, va bientôt éclater une lutte sanglante et sans merci. Peu avant l'aube du samedi 16 décembre 1944, les troupes américaines qui font face aux Ardennes sont écrasées par un bombardement massif. À 5h30 du matin, dans un brouillard quasi impénétrable, les Allemands attaquent. Immédiatement, c'est la panique et la confusion dans les lignes américaines. Au centre, la 28e division américaine recule rapidement, tandis qu'au nord, les premiers éléments de la 106e division se retrouvent coupés des autres. Pourtant, quelques unités isolées parviennent à rester en place, empêchant les Allemands de réaliser une première percée jusqu'aux rives de la Meuse. Sur le flanc nord, la 6e SS Panzer Division de Zeb Dietrich se trouve bloquée par les hommes de la 99e division de Bradley. Se heurtant à une résistance plus forte que ce qu'il avait prévu, Dietrich décide d'envoyer l'une de ses divisions vers le sud, où les Américains semblent plus faciles à atteindre. Les Allemands réalisent une percée de 8 km, se dispersant pour déjouer les manœuvres de défense des troupes de Bradley autour du Schnee-Eifel, un saillant de petits villages et de collines boisées. Au centre, la 5e Panzer de Manteuffel progresse encore. Au cours de la journée du 16 décembre, ces chars franchissent la rivière Our sur des ponts provisoires. Une percée se dessine en direction de Bastogne. Il paraît bientôt évident aux yeux de Model que la prise du nœud routier de Bastogne est effectivement déterminante pour le succès de l'offensive allemande. À son quartier général, à 50 km de l'action, Bradley n'a pas su évaluer l'amplitude de l'offensive de Model. Il pense au départ qu'il s'agit d'une simple attaque, menée par quelques têtes brûlées. Mais les troupes américaines qui luttent maintenant désespérément pour contenir l'assaut en force allemand sont prêtes à lui donner une toute autre version. Les centaines de prisonniers américains n'ont pas eu de chance. Beaucoup sont capturés avant même d'avoir pu résister, écrasés par l'intensité de l'attaque allemande. Eisenhower ne partage pas l'opinion de Bradley et craint une offensive majeure. Il envoie 2 divisions blindées des formations voisines prendre position sur les flancs de la ligne allemande. Les soldats du génie américain aident à ralentir la marche des Panzers. Ils créent des obstacles en travers des lignes de progression ennemies et font sauter les ponts avant que les chars de Model ne les atteignent. Cela permet aux troupes de Bradley de gagner un temps précieux. Elles se réorganisent et font venir des renforts, tandis qu'en tête de l'offensive, les panzers de la 5e armée de Manteuffel progressent toujours vers Bastogne. Pendant ce temps-là, les commandos SS d'Otto Skorzeny sèment la panique. Utilisant des camions et des jeeps américains, ils détruisent tout sur leur passage. Les Américains trouvent une solution brutale, mais simple. En application des lois de la guerre, tout Allemand capturé portant un uniforme américain sera exécuté comme espion, sans aucune exception. Au bout de 48 heures de combat, les troupes de Model qui ont échoué au nord et au sud se canalisent à l'ouest vers le saillant, ce qui les prive du chemin le plus court pour atteindre la Meuse. La majorité des groupes de combat de Zeb Dietrich s'est forcée de s'arrêter. Mais pour réussir cette percée difficile, l'Oberstgruppenführer compte sur un bataillon d'élite, le Kampfgruppe SS Piper. Il est composé de 100 véhicules blindés et d'environ 5000 hommes de la première SS Panzer Division, issue de la Leibstandarte SS Adolf Hitler. Âgé de 29 ans, son commandant, le Standartenführer Joachim Piper, est un soldat politique. Vétéran des batailles sanglantes du front de l'Est. Dietrich comprend qu'il doit absolument atteindre l'immense dépôt de carburant américain de Stavelot pour réapprovisionner ses chars. Sa percée dépend maintenant de Piper et de ses formidables Panzer Tigre de 70 tonnes, que les 18 cm de blindage rendent quasi invulnérables.
Tard, le 16 décembre, Piper se met en marche. Lancé en direction de la Meuse, son groupe de combat progresse à grande vitesse. Mais le 17, le manque de carburant l'empêche d'exploiter une brèche dans la ligne de front américaine, rapidement refermée. À la recherche d'une nouvelle ligne de progression, il rabat alors ses blindés sur la ville de Malmedy. Situé maintenant derrière les lignes américaines, Piper tend une embuscade le 17 décembre à un bataillon d'artillerie d'observation américain en route pour le front. Les soldats qui survivent à l'attaque et se rendent sont froidement abattus. Cela est loin d'être un incident isolé. Des civils belges innocents, hommes, femmes et enfants, sont également assassinés de sang-froid par les hommes de la Waffen-SS. Piper est déterminé à avancer. Au cours des 2 jours suivants, il tente de forcer le passage pour atteindre la Meuse. Mais toutes ces tentatives sont déjouées par les sapeurs américains. À mesure que Piper avance, ils font sauter des ponts et mettent en place des barrages routiers. Les ponts étant démolis les uns après les autres, l'officier allemand est forcé d'engager ses forces sur des routes secondaires et des sentiers, cherchant désespérément un moyen de traverser. Piper ne peut s'empêcher de maudire ce fichu génie américain. Le 20 décembre, les jours du Kampfgruppe Piper sont comptés. Avant le soir du Nouvel An, il aura cessé d'exister. Model comprend qu'il s'agissait du dernier sursaut de la 6e Panzer de Dietrich dans le nord des Ardennes. Mais dans le sud, les hommes de Bradley mènent une autre bataille décisive autour de Saint-Vith. Saint-Vith et Bastogne, au sud, sont en effet des routes clés pour l'accès à la Meuse. Bradley sait qu'il doit garder le contrôle de ces 2 villes pour éviter une percée allemande. Il se tourne alors vers Patton, qui commande la 3e armée dans le sud des Ardennes, et lui ordonne de lancer 3 de ses divisions vers le nord, en direction de Bastogne. Le 20 décembre, au même moment, Eisenhower place Montgomery à la tête des forces alliées sur le flanc nord des Ardennes. Le 30e corps d'armée britannique rejoint alors la bataille en déployant ses forces pour protéger les gués sur la Meuse. Les hommes de Bradley défendent Saint-Vith. Bien que la ville tombe aux mains des Allemands le 23 décembre, sa garnison a permis aux Alliés de gagner un temps précieux pour renforcer le flanc nord du saillant. Model reste déterminé à franchir la Meuse avec l'aide de la 5e Panzer de Manteuffel. Le feldmaréchal sait que pour venir à bout des défenses de Bradley et arriver à ses fins, il doit absolument s'emparer de Bastogne. Occupée et défendue par la 101e division aéroportée américaine et par un groupe de combat de la 10e division blindée, la ville est sur le point de devenir la pierre de touche du sort de Bradley et de Model. Dans la région des Ardennes, Bastogne est un centre de communication clé. Bradley sait qu'en gardant le contrôle de cette ville, qui inclut le plus grand nœud routier et ferroviaire de la région, il peut empêcher la progression de Model vers la Meuse, donc déjouer la totalité de l'offensive allemande. Mais Model a d'autres plans, et il presse la 5e Panzer de Manteuffel de s'emparer le plus vite possible de la ville. Le 22 décembre 1944,
Isolé par 3 divisions allemandes, Bastogne, assiégée, est le théâtre de violents combats qui font rage de jour comme de nuit. Lorsqu'on somme le brigadier général Anthony McAuliffe, commandant des 14 500 hommes de la garnison de Bastogne, de se rendre, sa réponse est éloquente. Des clous. Il a été rassuré la veille lorsqu'une brève amélioration du temps a permis à un avion allié de venir réapprovisionner la ville qui en avait fort besoin. Mais quand les Allemands lancent le gros de leur offensive, les Alliés sont presque écrasés. Les combats font rage pendant 3 jours. Les troupes de Model sont sur le point de l'emporter et de s'emparer de Bastogne. Le jour de Noël, elles mènent leur assaut le plus féroce et percent les défenses de McAuliffe sur 2 points. Quand le commandant du 502e régiment aéroporté demande au téléphone où se trouve l'ennemi, on lui répond sans ménagement que s'il jette un œil à la fenêtre, il se trouvera nez à nez avec la gueule d'un canon 88. Mais les défenseurs tiennent bon. Et l'assaut allemand est stoppé. Le 26 décembre, arrivant du sud, les fers de lance des blindés de Patton se joignent aux défenseurs de Bastogne. Grâce à un tour de force logistique, Patton est parvenu à amener dans le nord la quasi-totalité de sa 3e armée. Il perce un trou béant dans l'axe sud de la ligne de progression de Model. Les formations blindées allemandes postées dans l'ouest de Bastogne sont maintenant isolées et à court de carburant, ce qui les rend vulnérables aux contre-attaques alliées. Ils vont être la cible d'un bombardement précis de l'artillerie de Bradley. Pire, le ciel couvert et le brouillard qui avaient jusque-là protégé les attaquants des représailles aériennes s'éclaircissent. Les blindés de Model deviennent soudain une cible facile pour les chasseurs et les bombardiers américains. Un pilote américain rapporte après l'atterrissage qu'il vient juste d'être le témoin d'un grand massacre. Les combats violents se poursuivent, toujours en avant, mais les Alliés en ont repris l'initiative. Bastogne est sauvée. Les troupes de Bradley ont empêché une percée allemande vers la Meuse et au-delà. Eisenhower planifie maintenant des attaques simultanées depuis le nord et le sud, devant se rejoindre à Oufalise pour prendre le saillant en tenaille. Pressentant un désastre imminent, Model presse Hitler de l'autoriser à se replier. Mais le Führer refuse. Bien plus, le 1er janvier 1945, il ordonne une nouvelle offensive dans le sud de l'Alsace. C'est l'opération Nordwind. L'attaque échoue et Model perd 25 000 hommes. Le même jour, la Luftwaffe lance une attaque massive sur les bases aériennes alliées en Belgique et dans le sud de la Hollande. La Luftwaffe parvient à détruire 150 avions alliés au sol, mais elle perd 300 de ses appareils et 250 de ses pilotes. Hitler vient de signer l'arrêt de mort de sa flotte aérienne. La contre-offensive d'Eisenhower commence le 3 janvier 1945 par des attaques simultanées conduites en direction de Oufalise. Le 8 janvier, les tenailles alliées venant du nord et du sud se referment sur la ville. Model ordonne le repli de toutes ses unités blindées restantes. Le 15, les deux armées se rencontrent à Oufalise.
Une fois les forces alliées réunies, le saillant des Ardennes est quasiment éliminé. Le 18 janvier, la ligne de front alliée retrouve sa position initiale. Durant le mois que dure l'offensive des Ardennes, le 12e groupe d'armée de Bradley perd 60 000 hommes, dont 9 000 sont tués. 15 000 soldats américains sont faits prisonniers. Mais les Allemands, eux, perdent 120 000 hommes. 13 000 d'entre eux meurent au combat, 50 000 sont capturés. Model perd également plus de 800 Panzers. Le dernier grand pari d'Hitler se révèle être une folie désespérée. Omar Bradley garde le commandement du 12e groupe d'armée jusqu'à la fin de la guerre. Après la bataille des Ardennes, il orchestre la progression régulière des Alliés en direction du Rhin. Ses troupes franchissent ce dernier obstacle majeur de l'Allemagne à l'ouest en mars 1945. Peu après la victoire du 8 mai 1945, Eisenhower décrit Bradley comme le plus capable des généraux que l'Amérique ait jamais connu. Après la Seconde Guerre mondiale, Omar Bradley sert jusqu'en 1947 comme administrateur principal auprès du ministère des Anciens Combattants à Washington. Il est nommé chef d'état-major de l'armée américaine en 1948, puis président des chefs d'état-major des 3 corps d'armée l'année suivante. Il participe alors activement à la formation de l'OTAN et au conflit en Corée. Il accède en 1950 au grade peu répandu dans l'armée américaine de général à 5 étoiles. Omar Bradley meurt en 1981, après une retraite joyeuse et bien remplie. Model continue à commander le groupe d'armée B après l'offensive des Ardennes, et il organise un repli adroit, cette fois, de l'autre côté du Rhin. Mais en avril 1945, ce qui reste de son armée est pris au piège dans la poche de la Ruhr. Alors que ses troupes sont encerclées, le général américain Matthew Ridgway lui propose la reddition. Mais Model choisit le suicide. Il se tue le 21 avril dans un bois aux abords de Duisbourg. La contre-offensive des Ardennes, ou la bataille des Ardennes, fut le dernier grand pari du Troisième Reich d'Adolf Hitler. Au départ, l'attaque allemande fit penser aux victoires stupéfiantes de la Blitzkrieg en 1939 et 1940. Mais Hitler ne parvint pas à comprendre que les Ardennes, en cet hiver 1944, étaient très différentes de ce qu'elles étaient au début de l'été 1940. Une fois les Alliés remis de ce chaos initial, leur écrasante supériorité en hommes et en matériel voua l'offensive allemande à l'échec. Pour Omar Bradley, la bataille fut un succès, mais aussi un amendement et une expérience difficile. Pour Walter Model, elle se révéla être un face-à-face désespéré et finalement désastreux.